Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir sur Reichmann TV pour vous présenter aujourd'hui le 35e numéro d'Entre nous soit dit, qui se trouve également être la 70e émission de Reichmann TV en 11 mois. Ce qui prouve que nous avons tenu le rythme et que nous avons l'intention bien sûr de le tenir, surtout grâce à votre fidélité, car vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Pour fêter, si je puis dire, ce 70e numéro, j'ai le plaisir d'accueillir quelqu'un qui, à lui seul, est un homme d'exploit, Robert Laffont. Bonjour Robert. Bonjour Claude. Nous sommes très heureux de vous accueillir parce que vous êtes un phénomène de presse, si je puis dire. Vous êtes le président du groupe Laffont Presse, groupe connu également sous le nom de groupe Entreprendre, et dans le paysage assez désolé de la presse française, vous êtes quelqu'un qui finalement entreprenait, comme le titre de votre journal le dit, et qui réussissait, puisque vous avez un nombre impressionnant de journaux qui sont actuellement dans les kiosques, et nous allons les présenter à nos téléspectateurs, qui ne savent peut-être pas tous, qui participent à ce groupe Entreprendre. Mais tout d'abord, un livre dans lequel vous avez repris vos éditoriaux de la Une, qui s'intitule « Le jour où la France s'éveillera ». Le voici. Un titre prémonitoire. Un titre prémonitoire et un titre auquel je souhaite longue vie, parce que, oui, en tout cas, bref succès, car nous aurions besoin qu'elle s'éveille rapidement. Alors, je vais maintenant présenter les journaux de votre groupe. Alors, les voici. Féminin Santé, que je présente à la caméra. Féminin Psycho. Maintenant, des ouvrages un petit peu plus large au point de vue de la présentation. Alors, très très bien, celui-là, je l'aime beaucoup. S'enrichir. Oui. Excellent. On a besoin en ce moment. Ouais. Voilà. L'essentiel de l'auto. Alors là, pour les fans de micro-informatique, question micro. Et le navire amiral, si je puis dire, Entreprendre, qui lui doit avoir combien 25 ans. 25 ans. Déjà un bel âge pour une revue. Alors, pour ceux qui aiment bien la table, cuisine revue. Ceux qui aiment décorer leur intérieur, maison revue. Pour ceux à qui il reste 3 sous, placement. Que les impôts n'ont pas tout pris. Voilà. Et puis alors pour les sportifs maintenant, nous allons présenter donc Foot Paris. Le Foot Paris. Paris Saint-Germain, donc en fait. Le Foot Paris, oui. Paris. Alors il y a une déclinaison magazine, photo et le Foot Paris d'actualité sur le tabloïd que vous avez là. Voilà, et voici un tabloïd Foot Paris. Donc en fait il est beaucoup plus grand que ça, le voici. Et il y a d'autres clubs qui bénéficient de votre attention, Saint-Étienne, Foot Saint-Étienne, Marseille et d'autres. Je n'ai pas tous amené parce que sinon je serais venu avec un container. Voilà. Donc je vous ai évité tout ça. Voilà. Et puis, alors donc l'essentiel de la déco, c'est un autre. C'est le nouveau titre du groupe. Nouveau titre du groupe. Oui. Et puis, alors, si vous vous posez des questions sur tous les sujets, pourquoi Pourquoi? Alors à quoi on répond? Parce que. Voilà. Entre autres. Voilà, donc c'est un magnifique panel de journaux. Vous avez un principe, je crois, quand ça marche, d'abord vous les mettez en kiosque, et quand ça marche pas, vous les retirez. Oui, enfin... pas tout de suite. Heureusement qu'on a plus de titres qui ont marché que de titres qui n'ont pas marché. C'est vrai que je suis peut-être l'homme en France qui a créé le plus de magazines, figurez-vous, depuis... Combien au XXe siècle, puisque j'ai dû lancer dans ma vie une centaine de magazines, et qu'aujourd'hui j'en publie quand même 70 environ. Donc il y en a quand même beaucoup plus qui ont marché que de titres que le contraire, oui tout à fait. Je m'appuie, si vous voulez, sur le réseau des kiosques, qui est un réseau quand même qui fonctionne relativement bien encore, malgré tous les problèmes qu'il rencontre. Il y a 25 000 kiosques et marchands de journaux en France. Alors ils sont un peu ensevelis sous la masse des documents. Mais c'est un formidable réseau qui nous permet d'être présents dans tous les villes et villages de France et donc d'être bien diffusés dans cette France des terroirs et cette France profonde qui quand même reste très important. Et comment faites-vous pour faire connaître vos nouvelles publications, et même les anciennes d'ailleurs? Bah là, il y a l'effet de groupe qui joue, c'est pour ça que j'ai voulu créer assez rapidement un groupe, si vous voulez, c'est-à-dire quand nous lançons un titre, par exemple l'essentiel de la déco, qui est le dernier titre du groupe,
il y a une publicité, il y a une promotion dans l'ensemble des titres du groupe qui sont concernés. Donc il y a un effet de groupe qui est très important, très intéressant. Donc il joue sur l'ensemble. Enfin, votre lectorat est intéressé ou ne l'est pas selon ses curiosités. En tout cas, il est averti qu'une nouvelle publication existe, oui, et ça lui permet de s'y reporter. Alors effectivement, l'effet de groupe est un effet auquel d'ailleurs ne sont peut-être pas assez sensibles aux concurrents, mais ce n'est pas à moi de leur donner des trucs. Mais non, mais vous savez, les concurrents, en France, il y a les 4-5 grands groupes de presse que vous connaissez, Hachette, Prisma, le groupe Mondadori qui a repris EMAP. On avait l'impression, jusque-là, ce qui m'a beaucoup frappé, si vous voulez, c'est que les éditeurs de presse indépendants, ou qui sont au départ, qui lancent un ou deux titres, comme j'ai pu le faire il y a maintenant plus de 25 ans, n'ont pas envie d'aller concurrencer les grands groupes, comme si il fallait rester entre guillemets dans sa niche, qui est l'expression consacrée, et ne pas vouloir aboyer avec les grands. Par conséquent, j'ai toujours pensé qu'il fallait que la concurrence, l'esprit d'entreprendre est quelque chose de très important. Et c'est pas parce qu'on démarre de zéro qu'il ne faut pas essayer d'essayer de tutoyer la réussite des grands groupes. Donc j'ai vous qui êtes Claude, un promoteur de l'esprit d'entreprendre et de l'esprit de concurrence, eh bien je me suis toujours attaqué à des créneaux de presse, souvent dominés par les grands groupes, et parce que des éditeurs indépendants n'osaient pas y aller tout simplement. Prenez un magazine comme Entreprendre, nous sommes le seul magazine économique aujourd'hui véritablement indépendant, dans une presse économique qui est totalement publiée par des grands groupes. L'actualité avec les Échos, Bernard Arnault, mais ça n'est qu'un exemple. Alors, précisément, vous n'avez pas eu peur de vous attaquer aux grands groupes. D'ailleurs, attaquer n'est peut-être pas vraiment le mot. Vous avez trouvé votre place à côté d'eux, et éventuellement contre eux s'il le fallait, mais en tout cas, vous avez trouvé votre place. Et alors, l'ensemble de vos publications, celles en tout cas qui ont une visée économique, est fondée, bien entendu, et vous m'en faisiez le compliment, mais je vous le retourne, sur la liberté d'entreprendre, comme le nom l'indique, et sur la concurrence. Alors, il y a également un aspect qui est assez caractéristique de votre publication Entreprendre, c'est le fait que vous vous intéressez non pas seulement à l'entreprise, mais aussi aux hommes qui la font. Et c'est quand même, la font, excusez-moi, qui la font. Oui, c'est le mot. Oui, c'est pas mal. J'avais pas fait exprès. Oui. Donc, effectivement, il n'y a pas d'entreprise sans entrepreneur. Ça a l'air d'altruisme, mais en réalité, c'est la vérité. Et je lis évidemment votre revue, je ne les lis pas toutes parce que toutes ne participent pas à mes centres d'intérêt, encore que beaucoup de choses m'intéressent et que je n'ai pas le temps non plus, mais il est quand même frappant de voir la discordance qu'il y a entre ce que vous disent les chefs d'entreprise, ce qu'ils exposent de leur situation et ce que l'on pense d'eux en France. On a vraiment le sentiment que les chefs d'entreprise sont des gens qui ne pensent au fond qu'à s'enrichir, à faire suer le burnos, etc. C'est exactement le contraire. On voit bien qu'ils font des sacrifices énormes pour maintenir leur entreprise, pour la développer. Et je me demande dans quelle mesure vous ne devriez pas finalement axer encore plus votre philosophie sur cet aspect des choses. Je sais que vous le développez, mais ça me paraît quand même, à l'époque actuelle, un élément essentiel. Vous avez raison, parce que c'est vrai que, si vous voulez, l'économie, tout le monde en parle, en réalité, sauf ceux qui la font. C'est quelque chose qui m'a toujours frappé. C'est-à-dire que vous regardez dans les débats télévisuels, la plupart du temps, les gens qui viennent nous parler du problème de chômage sont des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise. Alors, il ne s'agit pas de faire du poujadisme, parce que je me souviens quand j'ai lancé Entreprendre dans les années, en 1984, à l'époque, j'étais un jeune entrepreneur, j'avais 27 ans. Je me souviens, oui, c'est très bien, mais c'est un peu poujadiste, c'est-à-dire que ça c'est la grande phrase. Quand vous défendez un petit peu les gens qui entreprenaient à l'époque, vous étiez un poujadiste. Bon, ça a un peu changé, heureusement. C'est devenu plus jeune, plus moderne, moins ringard, si je puis dire. Néanmoins, les forces vives, si vous voulez, n'ont pas eu jusqu'à présent, en dehors de quelques magazines comme Entreprendre, il y en a d'autres, mais n'ont pas eu vraiment de tribune.
Et les débats économiques ont été beaucoup monopolisés par les politiques, ça c'est dans leur rôle aussi, mais des économistes qui étaient surtout des gens de macroéconomie, extrêmement déconnectés des réalités microéconomiques. Donc il était très important en France, dans le débat médiatique, d'avoir un magazine comme Entreprendre qui soit un magazine proche des préoccupations des entrepreneurs, parce que chef d'entreprise, d'entrepreneur. Ce n'est pas forcément la même chose. Il y a beaucoup de salariés qui sont chefs d'entreprise, et il y a il y en a quand même. Il y a quand même 2,5 millions d'entreprises en France. Il y en a plus de 2 millions qui sont des entreprises unipersonnelles ou presque. Donc, tout à fait. Et donc, on peut considérer que c'est des gens qui risquent leur propre argent. En fait, c'est ça la définition la plus sûre, je crois. Oui, c'est quelqu'un qui est propriétaire de son entreprise. Alors, il y a l'esprit d'entrepreneur au sens large. Moi, je dis souvent que c'est pas une question de statut, parce que je vais manier le paradoxe jusqu'au bout, puisque on est dans une émission on a le temps de s'exprimer. Ah oui, l'information et le débat, bien sûr. Eh bien, vous avez des gens entrepreneurs. Il y a des fonctionnaires qui sont extrêmement entreprenants. Qui vont avoir une idée pour développer l'accueil dans un hôpital public ou dans un service public, quel qu'il soit. Et vous avez, en paradoxe, en contrepoint, des grands managers qui sont absolument pas entreprenants, parce que au lieu de développer leur entreprise, ils vont développer l'administratif et ils vont se contenter de gérer. Et on le voit bien dans des grands groupes, on voit bien des chefs d'entreprise qui sont extrêmement conquérants. Le président de Renault, actuellement, qui est salarié. Qui est salarié, mais si vous voulez, c'est pas ça qui me choque, parce que je crois qu'il ne faut pas opposer les gens aux autres. Ce qui est important, c'est l'état d'esprit et les résultats des gens. Aux États-Unis, on juge les gens au mérite, et en France, on les juge sur leur statut et leur. Je mettrai quand même un petit bémol à votre déclaration. Simplement, je connais moi aussi des gens dans l'administration qui ont envie d'entreprendre, j'en connais peu qui y parviennent. Ce n'est pas toujours de leur faute, c'est parce que le système les en empêche souvent. Enfin, quand vous voyez que dans la revue générale des politiques publiques qui est mise en œuvre par l'actuel gouvernement, figure une mention relative à la culture du résultat dans l'administration, le jour où il y aura vraiment une culture du résultat dans l'administration, je crois qu'il y aura eu un miracle, en tout cas en France. D'ailleurs, j'ai été au feu de François Fillon, une anecdote avant-hier, je ne sais pas si vous y étiez, donc je ne vous ai pas vu. Eh bien, il a à un moment donné, on lui a posé la question sur la notation des ministres, qui est effectivement quelque chose de nouveau en France. Et il a dit, mais vous savez, ça n'a rien de choquant, parce que tout le monde est noté. Le petit ouvrier dans une usine, dans un terroir quelconque, il est noté tous les jours. Donc pourquoi les ministres ne seraient pas notés? Donc j'ai trouvé cette réflexion pas mal. Mais je crois que plus globalement, on a une sphère de l'économie qui prend des risques et qui est jugée sur ses résultats, et puis une autre sphère qui est plus protégée. Mais là, on aborde un autre sujet. C'est un autre sur sujet. Lequel vous êtes extrêmement en pointe. Et sur lequel nous reviendrons peut-être tout à l'heure. Ce que j'aimerais vous demander pour terminer la présentation de votre groupe, c'est au point de vue capitalistique, quelle est la structure de ce groupe? Alors, si vous voulez, j'ai toujours pensé que l'indépendance économique était synonyme d'indépendance politique ou idéologique ou éditoriale. Oui, c'est le terme que je cherchais. Et par conséquent, quand j'ai conservé, j'ai réussi jusqu'à présent à conserver mon indépendance économique, puisque la Fonds Presse Entreprendre je détiens 95% de l'entreprise, et 5% est actuellement en bourse sur le marché libre. Vous êtes coté en bourse? Oui, bon, j'ai pensé à un moment donné de mon histoire que c'était pas mal, parce que c'était une manière, il vaut mieux, comme dirait l'autre, d'avoir des milliers d'actionnaires qu'en avoir qu'un seul, parce que ça permet d'être plus libre. Donc je détiens aujourd'hui 95% du groupe, ce qui effectivement nous donne une position singulière dans le monde médiatique, et libre. Il y a peu de groupes de presse qui sont restés indépendants. Et vous êtes à l'abri d'une OPA, puisque... il ne peut pas y avoir d'OPA sans mon on ne peut que vous qu'acheter votre groupe avec votre accord. Ou alors, si vraiment il advenait que ça ne marchait pas, mais enfin...
comme ça marche. Effectivement, mais ça n'a pas toujours marché. J'ai eu des années difficiles. Difficile, hein. Bien sûr, à ce moment-là, on est seul et il faut se débrouiller. Voilà. Il faut reconquérir les marges bénéficiaires. D'ailleurs, le système bancaire, de ce point de vue-là, est extrêmement lâche. En tout cas, n'est pas du tout proche des entrepreneurs. C'est d'ailleurs d'autant plus dommage que finalement, il y a des risques à prendre, bien sûr, pour une banque, mais au fond, c'est des risques un peu mieux calculés que ceux qu'ils ont pu prendre dans les spéculations sur le marché immobilier américain, où vraiment, sans vouloir traiter le sujet qui n'est pas dans le cadre de notre émission d'aujourd'hui, mais très franchement, quand on voit que certains banquiers hésitent à soutenir des entreprises parfaitement saines et qui ne demandent qu'à croître, alors que dans le même temps, pour améliorer leur compte de résultats, ils vont chercher des rendements sans savoir exactement ce qu'ils assurent, et en particulier si ceux qui leur doivent des créances sont des gens solvables, là on peut s'interroger. Mais enfin, c'est un autre sujet. Et je vais raconter une anecdote à propos des banques, c'est que au départ, quand j'étais jeune entrepreneur, je rencontrais des banquiers régulièrement. J'ai ouvert un compte comme tout entrepreneur. Et première année, donc je rencontre la personne qui s'occupe de moi et je lui présente mon entreprise. Très bien, ça prend un peu de temps quand même quand vous êtes entrepreneur. Et puis 2 ans après, on me dit tiens, ça a changé, c'est encore une autre personne. Très bien, bon, je représente. Et tous les 2 ans, comme ça, j'avais un changement. Donc, si vous voulez, les banquiers ne connaissent absolument pas les intuitus personnels, les dirigeants de PME. Et quand on sait, vous parliez des hommes tout à l'heure, de l'importance des hommes dans l'économie, si on ne sait pas apprécier le dirigeant de PME, je ne vois pas comment on peut évaluer l'entreprise. Alors, je me suis un petit peu renseigné, etc. Les grandes banques, à l'époque nationalisées, maintenant elles sont privatisées, elles sont souvent détenues par des fonds de pension, mais ça c'est un autre sujet, eh bien, préfèrent avoir des contrôles pour contrôler leurs employés, si vous voulez, les fonds changer en permanence de fonds de commerce. Donc, il n'y a aucun lien entre entrepreneurs et banques. Donc, il est très très difficile d'avoir un dialogue soutenu et d'où les difficultés qu'on a derrière sur l'économie. Mais plus globalement, je pense que le système bancaire prend l'argent des petits pour le redistribuer aux gros. Voilà, pour faire court. Alors, c'est exactement le contraire de Robin des Bois. Ils volaient les riches pour donner aux pauvres. J'ai fait court. Oui, mais si vous voulez, c'est bien vu. D'ailleurs, regardez le profit je suis pour les banques, bien évidemment, mais il faudrait quand même que nos banques prennent des risques accompagnent les dirigeants d'entreprise, et notamment les PME. On dit toujours en France, les PME ne font pas, n'exportent pas, etc. En Allemagne, beaucoup de banques sont comme vous le savez, dans les conseils d'administration des PME. Il y a une solidarité très forte. Encore faut-il que ces PME puissent grossir. Alors aujourd'hui, le gouvernement semble enfin avoir compris qu'il fallait que les PME grossissent pour aller à l'export. Mais malheureusement, pour grossir, il faut commencer par exister, ce qui n'est pas toujours simple, et puis ensuite, il faut avoir un petit peu de bénéfices, donc qu'on puisse investir. Oui. Alors avec le système social, vous savez à quel point j'y suis sensible et je m'en occupe, ce système social interdit, beaucoup plus encore que le système fiscal, la croissance des PME. Tant qu'on n'aura pas réformé ce système, il est vain d'espérer que nos PME grossiront et exporteront. Mais enfin, là encore, c'est un autre sujet sur lequel nous aurons peut-être l'occasion de revenir. Alors, revenons à votre sujet plus précisément, c'est-à-dire l'économie. Nous sommes quand même dans une situation préoccupante en France, depuis longtemps d'ailleurs, ça ne date pas des jours derniers ni des mois derniers, et actuellement se fait jour dans l'opinion, je dirais au bout de la chaîne, une certaine déception, pour ne pas dire une déception certaine, puisque le président de la République avait indiqué qu'il serait le président du pouvoir d'achat. Bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, ça il faut le reconnaître, mais aujourd'hui le pouvoir d'achat est un sujet très brûlant, très très brûlant. Il y a des gens qui ont d'énormes difficultés, et encore ce matin, le journal Le Parisien a fait une double page sur les difficultés auxquelles beaucoup de gens font face et sur le caractère apparemment insoluble de ces difficultés dans le cadre actuel. Alors, quel est votre pronostic actuellement? Nous venons de passer 8 mois sous une nouvelle présidence. Est-ce que vous pensez qu'on peut encore changer de cap? Parce qu'il faut changer de cap, à mon avis. Ou est-ce que vous pensez qu'hélas, les dés sont jetés?
Alors, au risque de vous surprendre, je ne tomberai pas à bras raccourcis sur le gouvernement actuel de François Fillon et la présidence de Nicolas Sarkozy, parce que néanmoins, je suis comme vous impatient d'un certain nombre de réformes de structure, d'économies sur le budget de l'État et de remise à plat d'un certain nombre d'appareils étatiques. On pourra, et notamment au niveau de la fiscalité. Donc ça, on pourra y revenir si vous le souhaitez. Néanmoins, je trouve qu'il y a quand même des choses très positives qui ont été faites. Alors, beaucoup de gens disent c'est pas assez, c'est rien, etc. Enfin, le bouclier fiscal, c'est quelque chose qu'il fallait absolument faire. Ils l'ont fait. Les 25 000 fonctionnaires en moins, c'est 2 fois moins que ce qu'ils avaient annoncé. Néanmoins, c'est mieux que ce qui avait été fait avant. La réforme des universités, ils ont été obligés d'ouvrir, comme vous le savez, les conseils d'administration beaucoup plus qu'ils ne souhaitaient. Néanmoins, le mouvement d'autonomie qui a été mis en place est une chose qui n'avait jamais été faite en France. Et ça va permettre, je pense, derrière, d'amplifier après cette mesure. Donc tout ça pour dire que, si vous voulez, je m'arrête là parce que on pourrait passer l'émission, tout ça pour dire que quand même, il y a des choses très positives qui sont faites actuellement par le gouvernement. Simplement, on peut souhaiter une amplification pour véritablement arriver à résoudre les problèmes de l'économie française. Vous avez vu qu'au niveau des chômeurs, il va y avoir un contrôle plus strict. Moi, d'entreprendre, j'ai lancé l'idée de limiter le montant de l'allocation chômage à 3 000 euros. Parce que, comme vous le savez, en France, il y a des gens qui touchent des allocations chômage, il y a des cadres dirigeants qui se retrouvent au chômage. C'est pas formidable comme situation, mais c'est pas non plus dramatique, il ne faut pas exagérer. Et le chômage, dans mon esprit, est là pour être un filet de sauvetage et non pas garantir, j'allais dire, le même revenu que d'un cadre dirigeant qu'il avait avant. Donc, avec 3 000 euros, on peut survivre et se remettre en position de chercher un emploi. Donc, toute une série de mesures qui peuvent débloquer la situation. Sur l'ISF, on n'a pas supprimé l'ISF, on est comme vous le savez, Claude, un des derniers pays en Europe, et donc là il va falloir quand même vite se dépêcher. Néanmoins, la disposition de défiscalisation dans les PME est une bonne chose. Alors, je souhaite la disparition de l'ISF, je pense qu'on y arrivera, parce que si on ne peut pas rester éternellement dernier pays de l'Europe. Je regarde le Parti Socialiste et je constate comme beaucoup que ce parti n'arrive pas à faire sa mue vers une sorte de blairisme à la française. D'ailleurs symptomatique de voir que Tony Blair a reçu par l'UMP, il faudrait dire non pas par le Parti Socialiste, que l'UMP est la gauche de la droite allemande ou anglaise, mais néanmoins tant mieux. Et quand on regarde les positions du Parti Socialiste sur l'économie, on a de quoi renverser. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'il faut aller beaucoup plus loin dans les réformes. Néanmoins, je considère que ça n'est pas nul. C'est ce que vous dites. C'est pas nul, c'est des bonnes choses, mais il faut aller plus loin. On est d'accord. Alors, précisément, c'est là que les problèmes se posent vraiment, parce que nous sommes face à une situation qui, à mon avis, appelle des mesures très radicales. Donc, les mesures que vous venez d'énoncer avec beaucoup de fidélité, je veux dire, vous avez fait un excellent travail de journaliste, on est informé de ce qui s'est fait, pour ceux qui l'ignoraient, ce sont des mesures qui, effectivement, vont dans le bon sens. On ne va quand même pas se plaindre qu'on réduise la fiscalité, ni qu'on réduise le nombre des fonctionnaires, mais face à une situation qui nous voit nous traîner avec 9 points de PIB de dépenses supplémentaires par rapport aux Allemands, il est évident que nous ne pouvons plus être concurrentiels, et les chiffres du commerce extérieur que nous enregistrons et qui sont catastrophiques, on a fini l'année avec 40 milliards, les chiffres ne sont pas encore définitifs, mais 40 milliards d'euros de déficit commercial, c'est absolument accablant, alors que les Allemands, eux, caracolent avec 160 milliards d'excédents. Enfin, tout ça pour dire que nous sommes quand même dans une situation qui appelle des mesures radicales, et je me demande, personnellement j'ai la réponse, je ne sais pas si elle est bonne, mais en tout cas j'ai une réponse. Je crois que le gouvernement
n'a pas vraiment pris la mesure, quand il est arrivé au pouvoir, du côté dramatique de la situation française. Donc, mon sujet, celui que j'aimerais qu'on traite maintenant en France, c'est de savoir, est-ce que nous pouvons passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire radicalement changer, de braquer, comme on dit en sport, ou bien est-ce que nous allons continuer sur cette voie que je qualifierais de sympathique mais de lente? Est-ce que vous avez l'impression que les hommes au pouvoir, ou peut-être peut-on changer d'ailleurs, après tout, le président de la République a le choix de modifier ses gouvernements, sont capables de faire ce saut, un véritable saut qualitatif? Ils peuvent le faire. La vraie question, effectivement, je partage votre avis. Je pense que c'est comme dans une entreprise qui est en bord de dépôt de bilan. Enfin, la France est riche, mais elle est mal gérée. Donc, quand vous arrivez dans une entreprise qui est en grosse difficulté, comme peut l'être un pays comme la France, même s'il a aussi des atouts, c'est ce qui fait un petit peu la difficulté parfois des observateurs à véritablement tirer les bons diagnostics, parce qu'ils vont vous sortir les grands groupes français qui conquièrent le monde, Alstom, France Télécom, etc., en oubliant effectivement que nos PME se font racheter à bras raccourcis, que nos grands groupes aujourd'hui sont repris par les fonds de pension anglo-saxons, puisqu'on n'a toujours pas fait de fonds de pension à la française. Et là, en tant qu'observateur, je mets le doigt sur un point qui me paraît quand même redevable des hommes politiques, parce que les fonds de pension, c'était pas très compliqué, enfin en tout cas c'était quelque chose de très important. Il y a eu une vague tentative avec de Balladur, et puis la loi Thomas, enfin, mais qui a été retoquée pour des raisons. Voilà. Alors tout ça c'est très important parce que c'est notre avenir économique à tous, et vous avez raison d'insister sur l'urgence, et je partage votre diagnostic. Alors est-ce que l'appareil politique tel qu'il est constitué peut, effectivement, moi je crois beaucoup, si vous voulez, à l'environnement médiatique, culturel, qui est créé autour d'un gouvernement. C'est-à-dire que, souvenez-vous, lorsqu'il y a eu, en 1986, il y avait le Figaro Magazine, il y avait un environnement, il y avait Reagan, vous allez me dire, aux États-Unis, qui réussissait. Ni les uns ni les autres ne sont encore là. Ou ne sont plus là, plus exactement. Oui, mais on peut faire l'analogie. Alors espérons que d'autres se lèveront, mais dans l'état actuel des choses, à part un certain nombre de journaux ou d'éditorialistes ici et là, on ne peut pas dire que le climat soit celui qui avait prévalu. Vous avez raison. En 86, c'était bien ce climat. Alors, nous sommes un peu pris par le temps de cette première partie. Nous allons bien entendu nous interrompre un petit instant pour une pause technique, et nous revenons bien sûr tout de suite après, en compagnie de Robert Laffont, sur l'ensemble des problèmes qui se posent au pays. Eh bien, à tout de suite, donc, et dans un instant. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour à nouveau. Nous reprenons le cours de notre émission Entre nous soit dit, dont l'invité est Robert Laffont, le président du groupe Laffont Presse et éditeur de presse et écrivain. Je vous présente non pas tous ces magazines cette fois parce que ce serait très long, mais je vous présente déjà au moins son ouvrage Le jour où la France s'éveillera, qui est une reprise de beaucoup d'éditoriaux publiés dans l'hebdomadaire, le mensuel, la Une, et où vous n'avez rien changé d'ailleurs, ce qui prouve que vous ne vous étiez pas trop trompé. Et je vous présente le dernier numéro paru, le numéro de janvier-février, si je ne me trompe, d'Entreprendre, qui est en quelque sorte le navire amiral du groupe Laffont Presse. Alors, nous avons évoqué au cours de cette première partie, mon cher Robert, vos activités, votre jugement sur la situation actuelle, et nous allons poursuivre, bien sûr, avec l'analyse de la situation, et notamment revenir sur une remarque qui me paraît très importante que vous avez formulée tout à l'heure, c'est le rôle de la presse. Il y a longtemps, et des mois et des années, que je dénonce inlassablement le rôle insuffisant de la presse, voire nocif, pour ne pas être sensible à votre remarque. Il se trouve que, en effet, en France, il est très difficile d'être porté par la presse lorsqu'on veut entreprendre des réformes. La plupart du temps, la presse dit « mais non, ces réformes ne sont pas bonnes », ou elles se font au détriment des pauvres et pour les riches, ce qui est en général stupide. Et voilà, donc on est dans une situation qui ne permet pas beaucoup aux gouvernants, quand ils ont envie de faire quelque chose, d'être aidés. Et puis nous avons aussi un problème de télévision, ça fait partie de la presse, c'est de la presse audiovisuelle.
où nous avons en effet, dans la plupart des télévisions, des journalistes de gauche, même lorsque ces télévisions appartiennent à des capitalistes de droite. Et un élément nouveau qui vient d'intervenir, qu'a annoncé le président de la République lors de sa dernière conférence de presse, c'est-à-dire le fait de supprimer la publicité sur les télévisions publiques. Je vous avoue que c'était une grande surprise pour tout le monde, y compris d'ailleurs pour le Premier ministre, je crois. Mais c'est une mesure qui me paraît très saine, personnellement, parce que je ne vois pas pourquoi nous payerions à la fois une redevance et la publicité. Mais j'aimerais avoir votre réaction de journaliste, d'homme d'entreprise et puis de téléspectateur aussi. Moi, je partage votre point de vue. Je pense que, bon, alors évidemment, cette décision prise unilatéralement a un petit peu déstabilisé un certain nombre d'observateurs. Moi, ça ne me choque pas, parce que, si vous voulez, j'attends du président de la République des impulsions fortes. Comme dirait l'autre, tu as le droit de prendre des décisions, surtout si elles sont bonnes. Bon, il se trouve que là, il n'a pas concerté beaucoup de gens, mais il prend une bonne décision. Il prend une bonne décision, selon moi, et je partage votre point de vue, Claude, parce que France 2, France 3 actuellement, ne rime à rien. On a une chaîne de qualité extrêmement médiocre, qui est financée par vous et moi. Donc, à quoi ça sert? Autant privatiser. Par contre, à partir du moment où on a une redevance, à partir du moment où on a des contributions publiques pour financer une chaîne d'envergure, faisons une chaîne sans publicité, faisons une chaîne qui se moque de l'audience, et faisons une chaîne où on va faire de l'éducation, on va faire du divertissement, on va reprendre des émissions théâtrales, des émissions littéraires, des émissions économiques, des émissions de culture, et on va avoir une chaîne qui est d'information, parce que quelqu'un me disait hier, quand on va dans les grands hôtels internationaux, il y a la BBC, il y a CNN, il y a Al Jazeera, mais il n'y a rien au niveau francophone. Donc je crois qu'il est très très important, et je crois que Sarkozy l'a bien compris, que la bataille était une bataille culturelle, une bataille économique et une bataille médiatique. Et par conséquent, je suis extrêmement favorable à ce que l'État mette le paquet sur une chaîne d'envergure, avec des moyens, avec des émissions dignes de ce nom, qui vont porter haut les couleurs de la culture, du rayonnement, des arts, de l'éducation et de l'économie française. Une chaîne de référence en quelque sorte. Et puis s'il faut privatiser France 2, privatisons France 2. Ça ne nous manquera pas, ils font la même chose que les autres. Donc. Alors, il y a aussi un autre élément qui est assez préoccupant. Les chaînes qui ont obtenu le droit d'émettre, et donc une concession, en quelque sorte, de service public, je pense à TF1, qui est la principale chaîne de télévision, s'étaient engagées sur des programmes ambitieux, en particulier en matière d'information. Or, TF1 a pratiquement supprimé l'information, hormis 2 ou 3 journaux télévisés par jour. Elle l'a reporté sur une chaîne payante, c'est LCI. Alors, LCI est une bonne chaîne, c'est une chaîne où on voit des débats qui est intéressant. De moins en moins d'ailleurs. De moins en moins, oui, oui. De moins en moins de débats sur LCI, c'est symptomatique. Et avec des gens de moins en moins différenciés. Oui. C'est toujours les mêmes qu'on voit. Ah, j'ai toujours la même. La pub a repris ses droits. Voilà. C'est-à-dire que les pressions publicitaires. Plus correct, plus politique. Vous savez, moi j'ai une anecdote à vous raconter, c'est que j'avais, il y a quelques années, je m'étais aperçu d'une chose, c'est que vous savez, ces émissions genre 7 sur 7, etc., où il y avait des invités, étaient faits, le choix des invités était fait en liaison avec le service publicité. C'est-à-dire que il y a une pression. Vous n'imaginez pas à quel point TF1, qui est la première chaîne d'Europe, était aussi un colosse au pied d'argile. Parce que une chaîne comme TF1 qui vit de la publicité, si elle perd ne serait-ce que 5% de son audience et de ses recettes publicitaires, son cours de bourse derrière dégringole, et c'est des milliards qui s'envolent. Par conséquent, je ne dis pas que cette chaîne fait l'opinion, mais elle suit l'opinion dans ce que l'opinion a de plus versatile et de moins finalement intéressant. Et les grandes émissions, les émissions de TF1, genre littéraire, sont reléguées à minuit, etc. Ce que fait Jean-Marc Sylvestre, par exemple. C'est quand même regardé par 900 000 personnes, mais c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas des grandes émissions du type apostrophe, du type même sur l'économie. Ou des grands débats politiques. Donc faisons ça avec le public, puisque le privé ne s'intéresse qu'à gagner de l'argent et à divertir, ce qui ne me choque pas, mais si vous voulez,
puisqu'on a la chance d'avoir une chaîne publique, faisons-en une vraie chaîne publique. À condition que les journalistes ne s'approprient pas eux-mêmes le débat, parce que là encore, c'est un mal français. Les journalistes qui ont leurs droits, bien entendu, et qui ont en particulier le droit à l'indépendance de leur pensée et de leur expression, ont une certaine tendance également à s'approprier le droit d'insuffler à tout le monde leur propre opinion, ce qui n'est pas exactement le sens. Vous savez, le chef a toujours raison, mais en matière de presse, je crois qu'il est très important d'avoir des patrons de presse, je crois plaidoyer pour deux mots, mais les journalistes, finalement, sont des personnes comme les autres, et ils sont finalement dans un système avec des directeurs de presse qui sont finalement des envoyés spéciaux, au lieu d'être des patrons indépendants culturellement, et qui ont des choses à expliquer. Il y a une fois, je ne sais plus qu'est-ce qui disait ça, mais dans les déjeuners, les patrons de presse ont horreur d'être interrompus par un téléphone intempestif d'un ministre pour leur dire, dites donc, votre une, là, vous me la modifiez parce que, bon, alors je dis pas que c'est ce qui se passe encore, parce que c'est plus subtil aujourd'hui. Moi, une fois, je vais raconter une histoire, je ne donnerai pas le nom, un de mes premières interviews, j'avais interviewé un grand patron, quand j'ai lancé Entreprendre dans les années 85-86, et il me l'a avoué 10 ans après. Et il m'a dit, tu sais Robert, quand tu es venu m'interviewer, j'ai été assez terrorisé parce que tu étais le seul magazine qui venait m'interviewer, dont je connaissais personne dans la rédaction, donc je ne pouvais pas intervenir pour vérifier que l'interview allait être correcte. Donc c'était, si vous voulez, quelque chose qui m'a beaucoup frappé, parce que ça s'appelle tout simplement une certaine connivence, etc. Mais les journalistes sont j'allais dire, des individus qui ne sont pas forcément de mauvaise volonté. Ce qui compte, c'est le patron. Si le patron couvre ses journalistes, je vois bien en tant que directeur d'un centre de revue, si vous dites à un journaliste, tu fais une enquête sur la fiscalité dans le monde, et quelles que soient les conclusions que tu publies, je peux vous dire que le journaliste, il va faire son boulot. Par contre, si vous lui dites, bon, hey, Coco, tu touches pas à ça parce que là, c'est le pouvoir en place, ou c'est mes amis au Parti Socialiste, etc. Évidemment, le journaliste est quelqu'un de fin qui sait ce qu'il faut écrire pour ne pas déplaire au pouvoir en place ou à ceux qui dirigent. Donc, il faut véritablement mettre la pression sur les responsables de presse. Alors, précisément, vous parliez de patron de presse. Depuis longtemps, j'ai la certitude qu'un journal, c'est toujours un homme. Si grand soit le journal ou si petit, c'est toujours un homme. C'est celui qui le dirige. Bon, naturellement, il ne fait pas tout, il n'assomme pas forcément sa rédaction de ses conseils permanents, mais c'est lui qui donne le ton et, comme vous le dites très justement, c'est lui qui couvre. Malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de patrons capables de jouer ce rôle. Aux États-Unis, nous avons par exemple Rupert Murdoch, qui est australien, mais enfin qui fait sa carrière dans le monde entier, et qui, lui, dirige ses rédactions. Alors on peut considérer que ce qu'il dit est bon ou pas bon, c'est un autre problème, mais en tout cas, il dirige ses rédactions, et, à ma connaissance, ces groupes fonctionnent d'une manière satisfaisante. On a eu un exemple récent, et on a toujours un exemple récent. Monsieur Dassault a racheté le Figaro, le groupe Figaro. Et Monsieur Bétou, qui a dirigé la rédaction avant de la quitter pour aller au groupe des Échos, se vantait d'être celui qui empêchait M. Dassault et qui garantissait que M. Dassault n'écrirait pas. Moi, je ne vois pas au nom de quoi, le tout, savoir si M. Dassault a le talent d'écrire, c'est un autre problème. Je ne vois pas au nom de quoi celui qui est le propriétaire d'un journal n'aurait pas le droit de s'y exprimer. C'est invraisemblable des propos pareils. Actuellement, je ne sais pas ce qu'en pense Étienne Moujotte, qui a succédé à M. Bétou, mais moi personnellement, j'estime que le patron de presse, qui risque son argent dans le journal, a le droit de s'exprimer, et il doit le faire bien sûr dans le cadre de la déontologie de la presse, mais voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, non, mais je partage le point de vue, c'est ce que je crois, je suis pour la clarté, c'est-à-dire le lecteur est majeur. Si, après tout, un propriétaire, un maître de forge, pour reprendre l'expression, ou un grand capitaliste veut se payer une danseuse, se dit, tiens, j'ai envie de faire passer mes idées politiques, j'achète n'importe quoi, l'Express, et je vais écrire les 4 premières pages toutes les semaines. Bon, très bien. De cas de figure. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que le lecteur s'y retrouve? Ou est-ce que le lecteur, finalement, va s'en détourner en disant ça devient le support d'un groupe,
Et finalement, je n'achète plus l'Express. Il faut faire confiance au lectorat, il faut faire confiance aux gens, et il faut arrêter de les prendre pour des idiots. Le problème que nous avons, si vous voulez, aujourd'hui dans le spectre médiatique, c'est que finalement les journaux disent à peu près tous la même chose au même moment. Donc, enfin, je parle des grands journaux, du type News, j'allais presque dire les quotidiens, parce que Le Figaro version Nicolas Bétou et Libération version Rothschild, je ne dis pas que c'est la même chose, parce qu'il y a quand même une culture, mais ça se rapproche. Il y a des jours où on ne voyait pas tellement la différence. C'est-à-dire que, donc moi je suis comme vous, je suis partisan de journaux clairement identifiés, clairement identifiables, qui ont des choses à dire, qui d'ailleurs prennent du recul par rapport à l'information, parce qu'on n'a pas parlé de ça dans votre émission, mais le phénomène Internet, les web télé dont vous êtes un des promoteurs, eh bien, vont démultiplier le champ des sources d'information à l'infini, et c'est une bonne chose parce que l'internaute va pouvoir choisir en fonction des qualités de ses programmes. Et donc la presse écrite en particulier va devoir jouer un rôle. Alors quel rôle elle va jouer, c'est toute la question. Moi je pense que l'information va devenir gratuite pour tous et disponible pour tous au même moment, ce qui est une excellente chose. C'est-à-dire que tout le monde va pouvoir avoir les mêmes sources d'information. Donc ça c'est formidable parce que le paysan de Lozère qui est chez lui le soir derrière son écran, s'il a envie d'aller chercher une information, il peut la trouver, au même titre que le journaliste du Monde ou de l'Express. Très bien. Donc qu'est-ce qui va faire la différence pour la presse écrite? C'est la capacité d'analyse, de culture et la vision du monde qu'elle peut projeter. Et c'est ça que, je pense, les lecteurs vont attendre des journaux. Donc il faut pour cela effectivement des patrons de presse, des directions, avec des gens qui ont une personnalité, qui ont une culture, qui ont une vision. Un journal, ça n'est pas n'importe quoi. Un journal, c'est quelque chose qui a une influence considérable sur un certain nombre d'individus et qui a par conséquent une responsabilité. Et je crois qu'on a trop voulu faire croire que les journalistes ou que les journaux n'avaient pas de responsabilité. Je crois pour ma part que quand on est éditeur, quand on est patron de presse, ce qu'on écrit, ce qu'on dit, ce qu'on a de l'importance, il faut faire très attention parce que, vous savez, Claude, vous êtes un homme qui a toujours été proche des médias. Je ne dis pas qu'on peut dire ce qu'on veut, mais on peut faire passer n'importe qui pour n'importe quoi. Il suffit de prendre le mauvais côté des choses et d'oublier le bon côté. Et votre article, il démolit qui vous voulez à n'importe quel moment. Voilà. Alors, précisément, je voudrais à ce stade de l'émission adresser tous mes remerciements à nos confrères des télévisions, des autres télévisions, qui ne se gênent pas pour nous emprunter un certain nombre d'idées, mais nous sommes généreux, et c'est un hommage qu'ils nous rendent, et je les en remercie bien vivement. Je n'irai pas jusqu'à leur dire qu'il serait bon qu'ils en parlent, enfin, n'exagérons pas. Alors donc, effectivement, j'adhère tout à fait à votre description de ce qu'est la presse, parce que finalement la presse ce n'est que des idées. Si vous avez une idée et que vous arrivez à la développer, ça crée de la valeur. Et je vais vous donner un exemple comme quoi c'est facile de manipuler l'opinion. Un journal a le droit de vie et de mort sur quelqu'un. Je veux dire par là que c'est très simple. Un journal qui ne parle pas de quelqu'un, par exemple au plan politique, eh ben, vous avez énormément de mal à émerger. Mais par contre, l'inverse, vous parlez de quelqu'un, ben, cette personne existe. Donc c'est assez singulier quand même. Donc ça veut dire qu'il y a une responsabilité. Alors, je ne veux pas dire que cette responsabilité n'est pas assumée, mais ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que dans la multiplicité des magazines, il n'y a pas beaucoup de différences. Moi, j'ai toujours essayé de faire des journaux différents. Entreprendre est un magazine où on voit des entrepreneurs qu'on ne voit pas ailleurs. Et ça, pour moi, c'est très important, parce que c'est la liberté de choix, c'est la liberté de publier, c'est la liberté de lire. Bon, vous avez parlé de La Une, qui est un journal que j'ai fait pendant 10 ans, une expérience très intéressante, parce que... Qui a développé beaucoup d'idées. J'ai fait un journal de liberté totale. Voilà, et j'ai eu l'honneur d'y participer. Alors, il n'y a jamais eu la moindre censure, même fût-ce à une virgule, et vraiment, il y avait à la fois une liberté d'expression, et en plus, la place pour s'exprimer. On n'était pas limité à quelques... Vous savez, ce qui a le plus dérangé avec La Une, c'est pas tellement les idées qui ont été
ont été émises, parce qu'effectivement c'est un journal bouillonnant, avec, je dirais un journal honnête. Je crois que c'est ça que les gens disent aujourd'hui, c'est-à-dire qui a eu raison sur beaucoup de sujets, notamment sur l'Europe, sur les OGM, sur la fiscalité, sur la sécurité sociale. J'allais le dire, sur la sécurité sociale, puisque vous avez été interviewé plusieurs fois dans la une assez longuement, parce que justement, je profite au passage du fait pour le dire, c'est que vous disiez des choses tout à fait importantes et intéressantes, et vous n'aviez pas forcément dans les médias l'objet d'une censure. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti. Il faut le dire exactement. Et c'est pour ça que j'ai demandé est-ce qu'on vous interviewe. Mais vous savez, ça c'est aussi une décision éditoriale. C'est-à-dire que s'il n'y a pas un patron qui dit Claude Reichmann est victime d'une censure, allez l'interviewer, personne ne le fera. Bien sûr. Donc ce que je veux dire, c'est que les patrons de presse ont une responsabilité, et cette responsabilité, il faut qu'ils la revendiquent, et il faut aussi leur demander ce qu'ils en font. Donc pour moi, c'est plus les patrons de presse, les directeurs de rédaction, que les journalistes eux-mêmes, qui font les articles que la direction leur demande. Et qui n'ont d'ailleurs pas un choix très grand, puisqu'il n'y a pratiquement pas en France, hormis le Monde de journal de journalistes, le Monde qui n'est pas en bon état d'ailleurs, et peut-être même parce qu'il est un journal de journalistes. Mais peut-être que ça intéresse que les journaux ne soient pas en bon état, parce que ça permet de les tenir par la pub ou par les subventions. Et là, nous allons avoir vraisemblablement, avant longtemps, un nouveau bastion de Lagardère ou de Prisa, le groupe espagnol, qui n'attendent que cela. Ils ont d'ailleurs fait des propositions capitalistiques. Et nous verrons à ce moment-là un groupe comme Lagardère, par exemple, qui détient une part importante du Parisien, est actionnaire du Parisien, qui est actionnaire du Monde, qui a une radio, qui a des intérêts dans Canal+ assez importants, je crois qu'ils en ont 36% si je me souviens bien. Donc on arrive à une situation où les monopoles se constituent d'une manière qui met en péril l'information libre. Et c'est quand même terrible de se dire qu'on a pour lutter, alors non pas forcément contre eux, parce qu'après tout, ils peuvent faire une bonne information, ça peut arriver malgré tout, mais surtout pour essayer qu'il y ait une diversité. Et de ce point de vue-là, on est content qu'il y ait des groupes de presse comme le vôtre qui restent indépendants, et on ne peut que croiser les doigts pour qu'ils continuent de le rester. Heureusement, oui, j'espère que vous allez, je suis même sûr que vous allez le faire, heureusement, alors il y a un nouvel aspect, j'aimerais que nous l'abordions maintenant, vous avez commencé de le faire, Internet. Alors Internet, ça véhicule le meilleur et le pire, bien sûr, mais c'est la liberté. Et est-ce que vous avez l'intention vous-même de vous diversifier sur Internet, ou en tout cas d'ajouter Internet à votre panoplie médiatique? Mais vous savez, vous parliez de la une tout à l'heure et de sa liberté de ton, effectivement. Vous savez ce qui est le plus gêné quand j'éditais ce journal effectivement de liberté d'informer, c'était non pas ce qu'il propageait, enfin les nombreuses idées, d'ailleurs parfois contradictoires. Je disais souvent, d'ailleurs, il y a des idées qui s'opposent et qui sont contradictoires dans le même journal. Ça ne me choque absolument pas, parce que je fais confiance au lecteur pour s'y retrouver. Ça existe. Ça, c'est une chose. Mais ce qui gênait le plus, c'était qu'on ne savait pas ce qu'il y allait avoir dans le numéro d'après. Et la surprise. Et ça, c'est très dangereux, parce que si vous voulez, il vaut mieux être extrémiste de gauche ou extrémiste de droite. Et on dit toujours la même chose. Là, vous êtes cantonné dans une niche, on y revient, et vous n'en sortez plus, et vous servez quelque part les intérêts d'un certain nombre de gens, puisque finalement, soit en jouant un rôle de diable ou d'extrémiste, vous maintenez finalement le statu quo. Alors que si vous êtes quelqu'un de modéré, mais en étant ferme sur un certain nombre de sujets sur lesquels vous avez des convictions fortes, je peux vous dire, vous êtes extrêmement dangereux pour le système, parce que le système se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont sortir? Donc, on a été le seul journal, par exemple, à dire non en matière européenne. Le seul journal national français qui a dit non, comme les Français du reste, a été La Une, qui était diffusée en kiosque. Tous les autres journaux, c'est assez symptomatique, à part peut-être Le Monde diplomatique, tous les autres journaux diffusés en kiosque étaient pour le oui alors. Et ils ont été désavoués par... Alors aujourd'hui, je dirais peut-être pas non. Hein. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Les choses ont évolué. Mais si vous voulez... D'ailleurs, pardon de vous interrompre, mais dans le non, il y avait une grande composante politique intérieure et l'inquiétude également, qui est toujours là d'ailleurs vis-à-vis de la Turquie. Mais enfin, il est certain que l'opinion a évolué et que certains arguments qui avaient cours à l'époque
sont aujourd'hui moins puissants. Enfin, je le pense, oui. Le point que j'abordais, c'était Internet. Donc, est-ce que vous avez des projets Internet ou est-ce que vous y intéressez? Bien sûr, non mais attendez. Pratiquez, bien sûr. J'aime bien Internet. Pour moi, c'est formidable parce que vous avez effectivement la liberté de publier et de trouver l'information. Donc c'est gratuit, c'est accessible à tous. Donc tout ce qui est gratuit et accessible à tous ne peut être que formidable. En même temps, bien évidemment, les inconvénients d'Internet, on les connaît. Il y a un côté suivi, j'allais dire, un peu orwellien. On va tout savoir sur tout le monde, à tout moment, etc. Et ça peut poser des questions quand même sur la liberté individuelle. Il faut quand même qu'on commence à regarder cet aspect de près. Sur le plan de l'information, c'était votre question. Je pense que ça va obliger, on en parlait tout à l'heure, ça va obliger les vrais journaux, les journaux qui sont diffusés en kiosque, qui vivent de leur plume, à apporter autre chose que de l'information. Et donc, ça sera du commentaire, ça sera une vision, ça sera une culture. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va être de plus en plus important. Parce que sinon, les gens sont remplis d'informations en permanence. Avec du mal à les trier d'ailleurs. Le rôle du journaliste, c'est un rôle de trieur. C'est un rôle d'aiguilleur et de trieur, de plus en plus. Donc l'aiguillon Internet est positif, manifestement, et c'est un aiguillon qui peut d'ailleurs se développer, parce qu'après tout, la communication Internet telle que celle que nous faisons, par exemple, est tout à fait complémentaire de la communication écrite, qui permet évidemment de développer davantage les idées, parce qu'on a plus de place, et en particulier, on a, je dirais, une surface illimitée sur Internet, quand on écrit sur Internet. En revanche, je crois que d'avoir réussi, c'est ce que nous avons fait, et je pense que je le dis sans prétention, mais je crois que c'est vrai, à commencer à entamer un tout petit peu ce monopole télévisuel est quand même un progrès pour la liberté, parce que franchement, quand vous regardez les télévisions, vous avez l'impression de regarder toujours la même. Et je dirais qu'à la limite, les journaux, c'est un peu la même chose aussi. Oui, malheureusement, mais c'est vrai que moi, je trouve très intéressant ce phénomène de Web TV, dont vous êtes un des pionniers dans l'information, parce que, et c'est quelque chose que je regarde de très près, parce que figurez-vous que autant la presse écrite m'a attiré parce que il y avait un champ de liberté, c'est-à-dire que n'importe qui a un peu de, il faut un peu de moyens, mais pas, après tout, moi j'ai démarré avec très peu de moyens, ça a mis du temps, parce que les gens me disent, mais c'est comment vous avez fait? 25 ans, c'est quand même 25 ans que j'ai entrepris, donc c'est quand même, c'est énorme, je veux dire, c'est énorme dans la durée, si vous voulez. Ça prend du temps, mais par rapport à la Web TV, si vous voulez, ce qui est très intéressant dans la Web TV, c'est que c'est libre. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'autorisation. C'est que vous n'avez pas besoin d'énormément de capitaux. Vous avez simplement besoin de talent, d'énergie et de volonté. Donc, je trouve ça très intéressant. Je pense que c'est quelque chose qui va changer complètement le paysage audiovisuel, parce que vraiment on en a soupé de ces monopoles, et quand on regarde les programmes, enfin j'ai rien contre Star Academy ou contre telle ou telle émission, parce que tout le monde peut s'y retrouver, mais enfin tout le monde a le droit de regarder ce qu'il veut, mais c'est vrai qu'on aimerait tellement, quand on rentre chez soi, il y a toute une partie de la population qui aimerait avoir des émissions de qualité, avec des gens qui ont des choses à dire. Il y a des chercheurs en France, il y a des écrivains, il y a des grands intellectuels, il y a des grands économistes, il y a des grands patrons, il y a des personnalités de premier plan dans tous les domaines, et on les voit rarement, jamais 2 minutes. Donc vivement que... alors si c'est la Web TV qui permet ça, je trouverais ça formidable. Et en tant qu'éditeur de presse, je regarde ça très très près, parce que quand on a 60 magazines, on est forcément concerné par le basculement audiovisuel. Eh bien, ce sera le mot de la fin. J'ai été très heureux de vous donner 1 heure d'antenne, comme nous le faisons à la plupart de nos invités, parce que vous aviez... C'est rare. C'est rare, beaucoup de choses à dire, et je pense que nos téléspectateurs seront très contents d'apprendre beaucoup de choses de vous, parce que quelqu'un qui dirige un important groupe de presse, c'est quelqu'un qui a forcément beaucoup de choses à dire, beaucoup d'expérience, et vous êtes aussi, comme tous ceux qui sont dans la presse, un pilier de démocratie, car si nous n'avons pas l'information nécessaire, nous ne pouvons pas nous faire notre jugement, et encore moins l'exercer.
Madame, mademoiselle, monsieur, il me reste à vous remercier de nous avoir prêté attention. Je vous souhaite de passer d'agréables moments une fois que vous nous aurez quittés, non pas parce que vous nous aurez quittés, mais parce que vous aurez gardé un bon souvenir de ce que nous avons fait. Et en attendant, soyez heureux, portez-vous bien et vive la France.